Alors merci et bienvenue Sabine Jacquard, et merci de vous prêter à l'exercice des petites questions que nous mettons en place au patronage laïque Jules Vallès à chaque exposition. Nous aimons ici faire parler les artistes, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. Donc nous tenons à ce moment de présentation publique avec les artistes des expositions que nous mettons en place. Alors ma première question, déjà bonsoir Sabine Jacquard. Bonsoir, et je tiens à remercier toute l'équipe qui m'a aidé à faire l'accrochage, l'organisation, tout ce qui était nécessaire pour monter une exposition photo. Je ne vais pas nommer tout le monde parce que je connais surtout les prénoms, mais pas tous les noms de famille. Mais en tout cas, je remercie toute l'équipe du patronage laïque. Merci beaucoup. Ma première question, pour apprendre à vous découvrir et pour que le public puisse vous découvrir davantage, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de votre parcours, qu'il soit personnel, professionnel, universitaire, artistique? Oui, donc j'ai vécu 4 ans à Amman, en Jordanie, où j'étais à l'école anglaise internationale, l'équivalent de CM1, CM2, 6e. Donc c'est là que j'ai appris à parler l'anglais. Et après mon bac, j'ai fait 10 ans de littérature anglaise à l'université d'Oxford, à la Sorbonne et à l'université de Londres. Et après, j'ai passé le CAPES d'anglais, j'ai fait la formation de prof. Sauf que comme je faisais de la photo à côté, j'ai préféré ne pas enseigner à l'éducation nationale, mais donner des cours particuliers d'anglais à domicile. Donc, c'est une question dont on avait parlé qui viendra plus tard, mais je voulais faire le lien entre les cours d'anglais et la photo, parce que pour moi, il y a un lien. En fait, quand on était en famille à Amman, mes parents avaient un camping-car, donc on a beaucoup voyagé à travers le monde. Et à 10 ans, j'avais vu 20 pays. Et c'est pendant ces voyages que j'ai commencé à photographier comme ça avec l'appareil photo de mes parents. Et puis après, ces deux passions sont venues en parallèle. Donc j'ai commencé à parler l'anglais et à faire de la photo à 9 ans. J'ai commencé à développer et tirer mes photos dans un petit laboratoire et à donner des cours d'anglais quand j'avais 16 ans. Et j'ai commencé à exposer mes photos et à donner des cours d'anglais en professionnel en 2002. Donc c'est deux passions qui sont toujours en parallèle, que j'ai menées de front. Et en fait, le lien, je sais que c'est une question qui viendra après, parce que je tenais à faire le lien, parce qu'ici présent, il y a 3 de mes élèves que je tiens à remercier. Et donc, le lien, c'est que l'anglais et la photo, pour moi, c'est une façon de découvrir le monde, de comprendre les autres personnes, les autres cultures. Et pour moi, c'est pas antinomique d'être à la fois prof d'anglais, même si c'est en libéral, et photographe. C'est vraiment deux visions, deux façons de parcourir le monde, de découvrir d'autres cultures, d'autres personnalités. Et voilà, donc pour moi, il y avait ce lien. Très bien, et est-ce que vous pouvez également nous dire comment vous avez rencontré la photographie? À quel moment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré même l'appareil photographique? Alors quand on est parti à Amman, en Jordanie, mes parents avaient acheté un bon appareil photo, un Nikon FE, et donc ils me le prêtaient quand on voyageait en camping-car. Et donc à 9 ans, ma mère avait écrit sur son petit carnet de voyage que la famille attendait Sabine qui faisait ses premiers cadrages, ses premières prises de vue. Je crois que c'était en Turquie. Et ça c'est vraiment les tout petits débuts, mais ensuite j'ai eu l'occasion, lors d'un séjour de 6 mois dans un foyer à Annecy, en attendant que ma famille me rejoigne, qu'il y ait un petit laboratoire photo professionnel, enfin un petit laboratoire photo où j'ai appris à développer et tirer. Et puis après, je suis partie 2 ans vivre à Madagascar, où c'était mon premier travail, j'étais directrice de l'Alliance française. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer le plus grand photographe à Madagascar, qui s'appelle Pierre Romaine, qui est devenu un très bon ami, qui était un peu mon professeur de photo et qui m'a encouragée à faire ma première expo à Tana en 2002. Voilà. D'accord, et du coup, la question suivante était le lien entre l'anglais et la photographie, si vous voulez encore en dire un mot, ou si vous souhaitez qu'on passe à une autre question, vous nous avez déjà parlé de ce lien. Et alors, concernant cette exposition qui est actuellement sur nos murs, donc sport olympique et paralympique de Paris, plus précisément, est-ce que vous pouvez nous parler du cheminement qui vous a amené à prendre ces photographies et à choisir ce thème de photographie? Alors, j'avais déjà fait une première expo photo solo à la mairie du 17e, mon arrondissement, en 2019-2020. Et comme avec les élections municipales de 2020, l'équipe municipale a changé,
j'ai rencontré donc la première adjointe qui est en charge de la culture et je lui ai proposé une deuxième expo photo solo sur les sports. Et donc là, elle m'a dit, c'est notre commande. Donc, on vous propose de faire les sports olympiques et paralympiques dans le 17e. Donc, en fait, toutes les photos que vous verrez à l'étage ont été prises dans le 17e arrondissement. Sauf que, comme cette expo va tourner un petit peu en France, on y reviendra à la fin, j'ai élargi le titre en mettant que c'était les sports olympiques et paralympiques de Paris, et pas que du 17e. Donc, en fait, c'était une commande, un peu à mon initiative, de la mairie du 17e. Et donc, il a fallu contacter tous les clubs sportifs, tous les stades, la direction de la jeunesse et des sports, pour avoir les autorisations, les droits à l'image, des associations, des parents, des sportifs. Et donc, c'était tout un travail qui m'a pris presque 2 ans. Bon, je ne faisais pas de la photo tous les jours, il fallait aussi que je sois disponible, que les sportifs fassent du sport ce jour-là. Mais c'était quand même tout un travail de démarchage, de prise de contact, d'autorisation, de prise de vue, et puis après d'écriture aussi, parce que j'ai lu, je vous invite tous d'ailleurs à lire le discours artistique qui est au rez-de-chaussée et à l'étage, que j'ai écrit, et vous verrez que j'ai lu pas mal de livres aussi sur le sport pour pouvoir écrire ce texte. Donc c'était tout un travail en amont et de préparation et de lecture et d'écriture, en plus de la prise de vue. Et à propos justement de l'environnement et des prises de vue, pourquoi l'architecture et cet environnement qu'on voit sur vos photographies sont si importants ? Alors, j'ai réfléchi un peu à cette question, j'allais dire quelque chose qui n'est pas très politiquement correct, mais en fait, je suis très urbaine et pas trop attirée par la nature. Et du coup, j'aime beaucoup l'architecture. Et puis en plus, comme c'était une expo pour la mairie du 17e, sur les sports du 17e, j'ai voulu mettre en valeur l'architecture. Et si vous lisez mon discours artistique, vous verrez que j'ai comparé un peu ces photos à celles des photographes de sport qu'on voit notamment dans l'Équipe ou à la télé ou dans d'autres magazines, où là, j'ai utilisé une autre technique avec une longue profondeur de champ. Parce que d'habitude, on voit le sportif en premier plan et l'arrière-plan est flou. Là, pour mettre en valeur justement l'architecture du 17e. Donc moi, je suis très sensible à l'architecture et peut-être aussi parce qu'à Amman, en Jordanie, on avait une amie, femme de diplomate, qui est toujours photographe d'architecture. Et c'est elle qui m'a un peu formée quand j'étais adolescente. Donc on allait à Paris, en banlieue, faire des photos d'architecture ensemble. Et peut-être que c'est elle qui aussi m'a donné ce regard. Eh bien, ça me permet de passer à la question suivante, le mot regard. Justement, ce regard et ce travail photographique en particulier, en quoi votre frère Emmanuel, qui est déficient intellectuel, a-t-il eu une influence sur ce travail ? Puisqu'on voit plusieurs photographies dans l'exposition qui montrent des personnes en situation de handicap, notamment intellectuel ou mental. En quoi votre frère a-t-il eu cette influence sur vous ? C'est vrai qu'on voit rarement des photos d'handicapés, tout type de handicap qui font du sport. Là, j'ai réussi à photographier les 4 types d'handicap. Donc, il y a le handicap sensoriel, il y a 2 photos d'un jeune garçon, Antoine, qui est autiste. Il y a le handicap mental, dont l'affiche de Florence, qui est trisomique. Il y a le handicap physique, avec la handibox. Et j'ai réussi, alors c'est une photo où il y a beaucoup de grains sur le tirage. Ça ressemble un petit peu à une gravure. C'est Daniel, qui a un handicap psychique. Et quand on m'a dit qu'il allait faire du karaté dans une salle, j'y suis allée, alors que j'explique dans mon texte que je fais toujours des photos en lumière naturelle et jamais en intérieur avec la lumière artificielle. Donc là, il a fallu que je pousse le film. C'est-à-dire que le film en noir et blanc argentique a une sensibilité. Donc moi, j'utilise du 400 ASA. J'ai poussé à 1600 ASA. Et forcément, au tirage, il y a beaucoup de grains. Mais je voulais avoir au moins une photo d'une personne qui a un handicap psychique. Et donc, c'est lui qui a le masque, qui fait du karaté. Et donc, c'est une photo qui est un peu, qui ressemble à une gravure avec ce grain. Mais par contre, mon frère, donc il y a plusieurs personnes ici qui le connaissent. C'est un jeune homme, il va avoir 49 ans là en février, mais c'est une personne qui m'a beaucoup ouvert les yeux, le cœur. C'est quelqu'un d'extraordinaire que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je salue Pauline qui est en train de faire le film comme régisseuse là,
On a découvert en faisant l'accrochage hier soir qu'on a deux points communs, c'est moi la photo, elle le cinéma, mais aussi on a deux frères qui sont handicapés, elle plus, enfin si je peux le dire, mais son frère est plutôt autiste, mon frère est plutôt déficient intellectuel, et je lui disais que c'était une chance et que c'est sans doute pour ça que Pauline est devenue cinéaste et moi photographe, parce que quand on a un frère ou une sœur qui est porteur de handicap, ça ouvre les yeux, ça permet de regarder le monde et les personnes humaines d'une autre façon, plus par le cœur, par l'esprit. Et donc mon frère m'a beaucoup influencée. J'ai lu là, récemment un livre sur les frères et sœurs d'handicapés. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de points communs. Ça fait peut-être que 15-20 ans qu'on étudie la fratrie des handicapés. Et en fait, il y a beaucoup de points communs sur la compensation, la culpabilité, il y a beaucoup de points communs. Et donc, je pense que mon frère m'a beaucoup influencé pour faire ces photos de handisport, mais aussi dans la vie, dans mon travail, dans mes relations amicales, dans tous mes engagements. Je pense que c'est quelqu'un qui vous change. D'ailleurs, je recommande vivement, j'ai recommandé à mon étudiante Louve un très beau film français qui s'appelle Le 8e jour. C'est sur un jeune homme trisomique qui rencontre Daniel Auteuil, qui est homme d'affaires. Au départ, Daniel Auteuil le rejette un peu parce qu'il est un peu effrayé par cette personne. Et en fait, on se rend compte au fil du film que Daniel Auteuil change complètement de personnalité, il s'humanise, il devient plus affectueux, plus poétique avec ses enfants. Et ça, c'est vraiment ce nouvel ami trisomique qui l'a totalement changé, qui lui a permis d'avoir un autre regard sur sa famille, sur ses enfants, sur ses amis, sur son travail, sur sa vie. Et je pense que voilà, j'ai mis en valeur les 7 photos de handisport qui sont accrochées au début de l'expo, parce que je pensais que c'était important aussi de parler de handisport et pas que de sport olympique, mais aussi de sport paralympique. Voilà. Très bien, merci pour cette belle réponse. Et donc, forte de cette ouverture et de ce regard, est-ce que vous pouvez nous parler, pour finir, un peu de la technique et de comment naît une des photographies qu'on peut voir dans l'exposition? Quel est votre procédé? Pourquoi l'argentique, par exemple? Comment naît une de vos photographies? C'est vrai qu'on me pose souvent la question pourquoi je suis toujours en argentique et que je ne suis pas passée au numérique. Je pense que c'est simplement parce que j'ai commencé en argentique, donc je continue en argentique. Et puis même pour des questions techniques et financières, passer au numérique, c'est acheter d'autres appareils photo, acheter un ordinateur, acheter Photoshop, se mettre à Photoshop. Et c'est assez compliqué de maîtriser ce logiciel. Donc moi je suis restée en argentique et comme je disais à James et Eli, à Paris, puisque les Français sont a priori les inventeurs de la photographie, même si les Anglais aussi s'en réclament, on a la chance d'avoir encore beaucoup de labos photo professionnels, de magasins avec du matériel photo, des équipements, et aussi pour l'argentique. Et c'est vrai que dans les galeries d'art et dans les musées, ça redevient à la mode, c'est un peu en expansion, donc tant mieux. Sinon, au niveau de la technique, bon, moi j'évite de parler technique. Moi, ce qui m'importe dans une photo, c'est plutôt l'émotion qu'on ressent. Mais bon, voilà, j'utilise un Leica. Je travaille avec un labo photo professionnel à Neuilly, mais je sais développer, tirer moi-même, donc je peux donner mes indications aux tireurs. Mais c'était plus par rapport aux photos qu'on voit dans cette exposition. Donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous preniez contact avec les clubs sportifs, vous vous rendez sur place, vous rencontrez les athlètes. Comment se sont passées les prises de vue, les moments de prise de vue? C'était plus à ce niveau-là. Alors, de toute façon, il y a un dialogue entre la mairie du 17e qui m'a commandé cette expo avec les différents chargés de mission, les maires adjoints, pour qu'ils me mettent en contact avec les clubs sportifs, la direction de la jeunesse et des sports, pour avoir les autorisations de photographie dans les stades. Puis après, avec les responsables des clubs, avoir les droits à l'image pour chaque sportif, notamment pour ceux en situation de handicap. Il fallait aussi l'autorisation des parents. Puis après, en fonction de la météo, un jour, il fait beau, j'ai du temps, ils sont en train de faire du sport, je vais les photographier. Je retourne plusieurs fois, notamment pour le football.
Le football, j'ai eu beaucoup de mal à photographier le football, peut-être parce que ça a été trop photographié, mais parfois, en une fois, j'arrive à faire quelques photos. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de déchets en photo, hein, comme en cinéma, donc il faut faire beaucoup de photos pour en avoir une à exposer. Et puis après, on a le développement, on voit sur les planches contact, on fait la sélection, on fait des tirages machines. Puis à partir des tirages machines, on décide quelles photos seront exposées. Et puis voilà. Et ça finit en belle exposition au patronage laïque Jules Vallès, comme ici. Dernière question pour ouvrir cette petite discussion. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos projets pour l'avenir, vos prochains projets ? Alors en fait, cette expo, donc vous vous en doutez, Sport olympique et paralympique de Paris, est née parce que les Jeux olympiques de Paris arrivent, là, en 2024, dans quelques mois. Et du coup, elle est très demandée. Donc là, en avril-mai, c'était la mairie du 17e. Là, janvier-février, c'est ici au patronage laïque Jules Vallès. Ensuite, février, mars, avril, ça retourne au château de Voltaire, à Ferney-Voltaire, qui est à côté de Genève, mais c'est un monument national du ministère de la Culture et un musée. Ça sera ma 3e expo photo solo. Et après, ça revient à Paris, dans le 17e, dans un gymnase ultramoderne qui s'appelle le gymnase Lippmann, qui est rue Rostropovitch, dans les nouveaux quartiers des Batignolles. Et après, ça retourne dans un musée monument national, qui est le château de Bussy-Rabutin en Bourgogne. Donc voilà, donc j'ai 4 expos de prévues en 2024 avec ces sports olympiques et paralympiques de Paris. Et puis surtout, au printemps 2025, je suis assez contente que le directeur donc, des châteaux de Voltaire et de Bussy-Rabutin m'ait demandé une première rétrospective donc dans le musée de son château de Bussy-Rabutin en Bourgogne. Et donc ça y est, j'ai fini les photos, j'ai fini les textes, je suis un petit peu en avance, c'est dans un peu plus d'1 an. Et je suis assez contente parce que c'est un peu la consécration pour les artistes d'avoir une rétrospective. Et souvent, c'est un peu en fin de carrière ou même quand on est mort. Donc là, à 50 ans, on me l'a demandé, donc je suis assez contente. Et puis, j'ai aussi un autre projet. Là, dans 2 semaines, j'ai rendez-vous pour éventuellement refaire un 2e livre de photos à l'occasion de la première rétrospective. Mais il n'y aura que 2 collections sur les 3. Ça sera sans doute l'humanité de la couleur et français d'ici et d'ailleurs. Alors ça, c'est des projets qui sont finis, mais c'est très politique, très engagé. Et là, il y a vraiment un discours d'artiste assez clivant. Parfois, je prends un peu des gifles. C'est un peu dur de présenter un peu un travail personnel. Bon, là, c'est assez soft, les sports olympiques et paralympiques, mais... Voilà, de plus en plus, je fais du photojournalisme maintenant, donc j'ai vraiment un discours engagé et j'aborde des sujets très politiques et très délicats et je marche un peu sur les œufs, mais voilà, donc ça c'est un peu les projets. Félicitations pour ces beaux projets et bravo encore pour cette exposition. Merci de vous être prêté au jeu des questions et merci pour cette belle exposition. Je vous invite maintenant tous et toutes à passer au moment du buffet.